Nous sommes aujourd'hui avec Claire Fercac, qui sortait en janvier dernier ce qui est nommé Reste en vie aux éditions Verticales, et avec Patrick Declercq, qui a sorti en 2016 aux éditions Gallimard Crâne. Ces deux livres, on va le voir cet après-midi, se répondent de bien des façons. Ils nous confrontent de façon littéraire avec la maladie, que ce soit du côté du patient, des soignants, des accompagnants. Dans un récent interview qui va apparaître dans Médor en juin, Patrick Declercq, vous nous dites pour écrire quelque chose, il faut que j'en fasse l'expérience. Donc ma première question à vous deux, c'est quand on a vécu cette expérience de tout près, soit personnellement, soit auprès d'un proche, cette expérience de la maladie, quelle forme est-ce qu'on adopte, quel stratagème est-ce qu'on adopte pour que ça devienne une forme littéraire qui sera soumise au lecteur? Alors, je commence peut-être. Je n'ai pas d'imagination. Donc, si j'écris quelque chose, je dois, à des degrés divers, l'avoir vécu, plus ou moins. Et à partir de ça, je fais mon montage. J'ai écrit un premier livre qui s'appelle Socrate dans la nuit, qui, comme d'habitude chez moi, est bien entendu une légère comédie musicale, que j'ai écrit à partir du moment où on m'a dit: Declercq, vous avez une tumeur au cerveau, il vous reste probablement 1 an et demi à vivre. Ça, c'était il y a maintenant près de 15 ans. Donc, la médecine peut être parfois plus pessimiste que je ne le suis moi-même, ce qui n'est déjà pas facile, mais elle peut aussi se tromper. Donc, très bien. Et j'ai écrit ce livre qui était en quelque sorte mon testament, puisque je pensais que, voilà, donc j'allais rejoindre mon vieux camarade Socrate, qui commençait à lui aussi assez mal tourner. Et puis, le temps a passé, j'étais inopérable, et donc on ne pouvait pas faire grand-chose. Et puis finalement, les techniques médicales ont progressé et je suis devenu opérable. Donc j'ai été opéré, le risque était important. Un peu plus de 3%, 3% et demi à peu près de chance d'y rester, soit sur la table d'hôpital, soit que les choses tournent mal et donc que j'en sorte fortement diminué. Bien, j'ai survécu à cette opération, d'où notre conversation qui sinon n'aurait pas lieu, somme toute. Et je ne voulais pas écrire ce texte. Je parle de Crâne. Crâne qui raconte cette opération, et opération, il faut préciser, opération éveillée, ce qui est quand même très très particulier, puisque alors, les chirurgiens font cela quand la tumeur est extrêmement mal placée, c'est-à-dire qu'elle est proche, dans mon cas, du centre du langage, et donc ils se méfient de passer 1 millimètre à côté et de faire des dommages irréversibles. Donc, dans ces cas-là, on vous endort, on vous ouvre la tête, on vous réveille, vous êtes attaché de partout comme un saucisson, parce qu'il ne faut pas bouger du tout. Et on vous demande ensuite de faire pendant qu'on rentre, d'abord on ne rentre pas dans le cerveau, on essaye de voir électriquement ce qui s'allume quand vous faites un peu de calcul, quand vous faites des associations de langage, quand vous lisez, etc. Et on fait ça en 2 langues. Il se fait que ma première langue est l'anglais. Bon. Alors, ils pourraient le faire en 3 langues, mais ils n'ont pas le temps. Donc, ils m'ont dit: Declercq, quelle langue voulez-vous qu'on essaye de vous conserver? Donc, j'ai dit le français et l'anglais, et l'allemand. Ils m'ont dit: votre allemand, c'est pas gagné parce qu'on n'a pas le temps. Okay. Bien. Et ensuite, ils rentrent, quand ils font cette carte individuelle du cerveau, ils rentrent ensuite dans le cerveau lui-même et enlèvent les parties tumérales et potentiellement cancéreuses. Ensuite, quand ils ont fini, ils vous endorment, ils remettent tout ça en place. Et voilà, et vous vous réveillez totalement enturbané, et puis après on survit. Je ne voulais pas raconter cette histoire parce que j'avais déjà écrit Socrate dans la nuit, je voulais écrire autre chose. Et en fait, cette expérience ne m'a pas lâché, en quelque sorte, et je me suis aperçu que j'étais incapable d'écrire autre chose après cela. J'ai donc mis tout un temps, parce que je suis lent,
avec ou sans tumeur, avec ou sans cerveau complet, je suis naturellement lent. Donc je dois métaboliser longtemps. J'ai réalisé que si je voulais arriver à écrire autre chose, il fallait que je raconte cette opération et donc ce temps d'intervalle, il y a à peu près 3 ans. Et j'ai écrit donc Crâne. Je l'ai écrit, un des problèmes que j'avais, on en parlera certainement tout à l'heure, tout de suite avec Claire, c'est d'éviter le pathos, c'est-à-dire d'éviter le gnangnan, parce qu'on peut évidemment faire les violons du bal. Je vais être opéré, je vais mourir, bon. Ça, c'est pas tout à fait mon genre de beauté. Genre de beauté qui est chez moi un concept éminemment discutable d'ailleurs, mais c'est un autre sujet. Donc j'ai écrit ça finalement à la 3e personne, en me distanciant. Et dans cette distanciation, j'avais plus de liberté de raconter ce que je voulais. Donc voilà comment j'ai fait. En choisissant donc un avatar qui s'appelle Alexandre Nacht, avec un patronyme qui... Nacht, c'est-à-dire la nuit, en allemand. Ah, effectivement, tout à voir aussi au sujet qui nous occupe. Dans votre cas, Claire, vous avez été accompagnante de quelqu'un qui souffrait de cette tumeur cancéreuse agressive, mais vous aussi, vous avez dû prendre une distance par rapport à ce sujet. Il faut évidemment digérer ce qu'est un sujet aussi délicat, aussi intime, aussi personnel. Qu'est-ce que vous avez trouvé comme forme? Est-ce que c'était difficile de trouver cette forme pour ce qui est nommé restant vie? Juste pour préciser, contrairement à Patrick, je ne dirais pas que l'expérience intime est nécessaire pour écrire de mon côté. Par exemple, mon précédent roman, Histoire naturelle de l'oubli, est totalement de la fiction. Mais il se trouve que j'ai vécu donc cette expérience d'accompagnement d'une personne très proche qui était ma mère, qui a eu une tumeur au cerveau et qui, en fait, à un moment donné, devient quand même une expérience collective, puisque vous passez beaucoup de temps à l'hôpital, beaucoup de temps à croiser d'autres malades, d'autres familles, d'autres soignants. Donc, c'est devenu une expérience intime. Au moment où je l'ai vécu et traversé, je me suis pas du tout dit que j'allais écrire un livre sur ce sujet. J'avais commencé un autre livre. Il m'a été absolument impossible de continuer ce livre que j'avais commencé avant. Et j'ai pris beaucoup de notes parce que je le fais tout le temps durant ce temps-là. Peut-être pour fixer les choses, pour fixer des choses qui allaient trop rapidement pour moi et pour m'y replonger après, peut-être pour les comprendre aussi, parce que écrire, c'est aussi prendre le temps de comprendre et plus tard, dans le livre, d'apprivoiser les choses. À aucun moment, je ne me suis dit qu'il fallait que j'écrive sur cette histoire personnelle, mais il y avait pour moi cette ambivalence qui était là pour tout le monde et pour moi maintenant tout le temps, de vivre avec la mort, mais contre la mort, de voir que c'est la chose la plus commune et la plus banale puisqu'elle nous arrive à tous et qu'en même temps c'est une expérience extrêmement difficile à traverser, et donc ce questionnement-là, il fallait que je trouve un moyen de le résoudre, et donc c'est là que je me suis dit que j'allais écrire ce livre qui essaie de poser ces questions de comment fait-on quand on sait qu'on est condamné mais qu'on doit continuer à vivre, comment fait-on pour accompagner quelqu'un qui est dans cette situation, et comment fait-on ensuite pour continuer à vivre avec l'absence de la personne. Au niveau de la forme... Oui, pardon. Au niveau de la forme... Pas de souci, vous alternez à la fois, de façon sans doute à englober le lecteur, des passages à la 2e personne du pluriel, des passages d'adresse. Comme vous le dites, on est tous amenés à côtoyer la mort d'une façon ou d'une autre. Il y a peut-être cette volonté d'englober l'ensemble des lecteurs ou l'ensemble des personnes qui sont confrontées à ce genre de cas. Et à la fois des passages qui nous confrontent à la parole des malades eux-mêmes. On reviendra bien volontiers tout à l'heure sur la question du langage dans ces cas-là, parce que je pense que c'est intéressant.
c'était important d'avoir cette alternance Ouais. de passage. Ouais, c'était important parce que le vous m'était nécessaire pour en faire un livre qui soit le livre d'une parole plurielle, le livre d'une parole collective et qui donne donc la parole à des enfants, des femmes, des hommes, des soignants, des accompagnants, des malades. Le vous permet également de mettre une distance entre le sujet et soi quand même assez vite et de faire partager différents points de vue qui sont aussi ceux qu'on n'exprime pas soi-même quand on est en train de vivre l'expérience. Ça permet aussi, je pense, à la fois de parler directement au lecteur, mais aussi de lui laisser une place. Parce que dans ce vous, il peut se retrouver de différentes façons. Donc, je trouve que ça laisse une place au lecteur. En tout cas, j'espère, parce que c'était vraiment important pour moi. Je trouve que c'est une expérience très difficile et que socialement, on n'a pas beaucoup de place pour vivre cette expérience. Donc, si le livre peut ouvrir ça, ça me semblait essentiel. Et la deuxième chose, c'est ce qui me semblait important aussi, c'était de donner la parole aux patients qui, à ce moment-là de la maladie, vivent des choses à la fois un peu folles selon les patients, puisqu'ils peuvent avoir des hallucinations et perdre la mémoire et donc se créer un nouveau monde. Et aussi, ce sont des moments où ils peuvent être à la fois très drôles, très touchants. Et donc, vraiment, le seul moyen de leur rendre hommage, je trouvais que c'était de les laisser prendre la parole en disant « je ». Cette rencontre était intitulée « Écrire à la limite », puisqu'on l'a vu, c'est des cas limites où on doit éviter le pathos pour que l'objet en question, l'objet que vous nous soumettez tous les deux, reste littéraire. Est-ce qu'une de ces façons d'éviter le pathos, c'est peut-être aussi de convoquer le corps, dans la mesure où c'est un objet moins rationnel? Dans le cas de Claire, le corps, il est convoqué dans la façon dont on accompagne le malade, simplement parfois en le touchant. Chez Patrick, c'est un corps qui est rendu vulnérable par l'opération à venir. C'est un corps qu'on va voir dans tous ses moindres détails, dans ses moindres plis. Écrire à la limite et éviter qu'on soit uniquement du point de vue émotionnel, est-ce que le corps aide dans ces cas-là? Ou quelle est la place que vous vouliez donner exactement au corps, tous les deux, dans vos deux textes? Si je commence par répondre ça, il faut savoir que professionnellement, je suis psychanalyste. Je ne pratique plus, pour ne faire plus qu'écrire, mais je suis psychanalyste, j'ai pratiqué pendant 20 ans. Et alors, l'inconscient, la maladie mentale, l'aliénation de l'esprit, etc., ça, c'est en quelque sorte mon pain quotidien. J'ai travaillé à l'hôpital pendant une vingtaine d'années aussi. Je n'avais jamais été hospitalisé. C'est pas tout à fait la même chose d'avoir une blouse blanche et de ne pas avoir une blouse blanche. Et tout d'un coup d'être renvoyé à ce corps qui est vécu comme non seulement un objet étranger, mais un objet qui trahit. Je ne contrôle rien. Alors je peux me regarder dans la glace en me disant « joli garçon ». Tout ça est complètement faux. Qui est je dans cette histoire? Qui est je quand on réalise que tout d'un coup, le cerveau dysfonctionne, et dysfonctionne quand j'ai perçu que j'avais, et je ne l'aurais probablement pas perçu si je n'avais pas cette expérience clinique du malfonctionnement psychiatrique et psychique divers, et c'est comme ça que je commence Socrate dans la nuit, j'ai fait ce qui aurait pu passer pour une espèce de cauchemar, très léger, qui a duré quelques secondes, au réveil. Mais j'ai su immédiatement que ce n'était pas un cauchemar, c'était un problème neurologique. Et j'ai immédiatement été consulté. Et là, ils ont retrouvé la tumeur. Et ça, c'était maintenant il y a 15 ans. Ça ne veut pas dire. Mais ensuite de ça, on se dit, mais qui suis-je? Alors quand on vous
j'ouvre le cerveau, d'ailleurs, il y a un effet secondaire à l'intervention chirurgicale, c'est que vous allez perdre très rapidement la parole. Donc, vous devenez aphasique. Au bout de quelques heures, quand on m'a réveillé, je ne parlais plus qu'anglais, ce qui démontre que neurologiquement, l'anglais est bien ma première langue. Je ne parlais plus qu'anglais. Je ne parlais plus français du tout. Mais je comprenais. Et j'ai gardé parfaitement mémoire puisque j'ai pu écrire le texte. Donc, une partie du cerveau continue à fonctionner. Et j'ai vérifié ce que je disais, tout est exact. La mémoire était impeccable. Mais je ne pouvais plus d'abord parler français, je ne pouvais plus parler qu'anglais, et ça a duré quelques minutes. Après, je ne pouvais plus rien parler du tout. Et puis, je ne pouvais plus écrire. J'ai essayé, quand ma femme est venue me voir à l'hôpital, et ma tête avait doublé de volume, couvert de produits désinfectants divers. Enfin, ça valait le détour. Ce qui devient rigolo d'ailleurs, parce que quand on quitte l'hôpital quelques jours après, on a de la place dans l'ascenseur. Hein, je veux dire, c'est Frankenstein le jour d'Halloween. Mais je ne pouvais plus y parler. J'ai demandé à un certain moment, c'était je crois 48 heures après l'opération, je lui ai dit je ne peux plus parler, donc je lui fais signe, donne-moi un papier que j'ai écrit. Et j'ai écrit quelque chose que j'ai reproduit intégralement dans le livre, qui est du non-sens absolu, que je ne reconnaissais pas, mais dans mon esprit, c'était assez clair. Donc c'est une aliénation complète. Et c'est seulement le lendemain de cela que j'ai essayé, je me rendais compte que ça ne marchait pas et j'ai pu vaguement, mais ça ne marche, j'avais 2-3 mots, etc., etc. Donc on est renvoyé immédiatement au fait que non seulement je ne suis pas maître chez moi, non seulement l'inconscient existe, comme dit la psychanalyse, mais qu'est-ce que moi? Qu'est-ce que qu'est-ce que ce corps, cette maison qu'il est supposé habiter? J'ai conclu, avec regret, qu'au mieux, je n'étais, ça veut dire que les autres aussi, que les vagues épiphénomènes de facteurs biochimiques et bioélectriques que nous contrôlons absolument pas. C'est-à-dire, non seulement nous ne sommes pas maîtres chez nous, mais je ne sais plus ce que nous existe. Je sais que je est un hasard biochimique et bioélectrique. Ça calme le narcissisme. Dans votre cas, Claire, le corps est peut-être plus convoqué d'un point de vue émotionnel, je dirais. Le corps, c'est aussi ce qui fait lien. Et on sait, pour l'avoir lu dans ce petit texte qui est publié dans la collection Tracts de crise par Gallimard, ces morts que l'on n'accompagnera pas, que c'est aujourd'hui évidemment ce qui nous manque dans l'accompagnement des décès, dans l'accompagnement de la maladie, c'est effectivement le sens du toucher, le fait de pouvoir faire corps avec l'autre quelque part. Cette dimension-là, elle était importante dans votre appréhension du texte. Oui, parce que déjà la première chose, c'est qu'à ce moment-là, effectivement, le corps devient central, puisque le corps est la maladie. La maladie en a pris possession, et vous n'avez... C'est une prison, c'est quand même elle qui décide. Les traitements ne fonctionnent pas, donc c'est elle qui décide de son évolution, de la temporalité, donc de votre quotidien chaque jour. Et dans cette maladie très particulière, chez certains patients qui ont une mémoire qui s'étiole, une mémoire brouillée ou beaucoup d'hallucinations qui les font vivre dans une autre réalité, ce qui reste pour l'accompagnant, c'est ce corps qui est quand même un corps familier et qui permet, quand la personne a de grandes périodes, par exemple, d'hypersomnie, ce qui est proche du coma, mais n'est pas un coma puisque la personne peut se réveiller du jour au lendemain. Dans ces périodes-là, le seul contact que vous avez avec la personne, c'est son corps, c'est le fait de pouvoir lui tenir la main. Donc je pense que c'est pour ça que le corps est présent dans le texte. Il l'est peut-être d'une manière moins clinique que dans le crâne de Patrick, aussi parce que c'est
c'est pour moi le moment où la littérature me permet d'essayer de comprendre cette maladie. Et donc, j'imagine que cette maladie est en fait une poignée de ronces qui poussent dans la tête des malades. Et c'est comme ça que j'essaie de l'envisager. Et peut-être que je la comprends mieux de cette manière, et c'est une manière aussi de la mettre à distance dans une réalité un petit peu plus lointaine. Donc je pense que le corps vient aussi de cette manière un petit peu littéraire et transformée dans mon livre. Et je me rends compte aujourd'hui, avec la situation actuelle, et donc oui, j'ai écrit ce texte très vite. Je l'ai écrit le tract de crise, ces morts qu'on n'accompagne pas. Je l'ai écrit fin mars, mais j'ai vraiment commencé à l'écrire 10 jours après le début du confinement, quand j'ai vu et quand j'ai discuté avec des soignants qui me racontaient que voilà, il n'était pratiquement plus possible de rendre visite aux personnes donc malades, d'autre chose que de la Covid. Pas possible d'être présent lors du décès des personnes qui avaient le Covid. Et donc là, il n'y a plus aucun contact avec le patient, avec le mourant. Et ça, je n'arrive pas du tout à imaginer cette situation, et je ne sais pas comment j'aurais supporté cette situation, moi qui avais besoin d'être le plus souvent, et si possible en permanence, avec la personne malade. Et donc, c'est là qu'on voit bien que le corps est central dans cette relation aussi. Vous nous parlez du temps à passer, et dans Tract de crise, dans ce texte, effectivement, vous nous dites aussi qu'il nous faudra à ces gens qui n'ont pas pu accompagner le temps de digérer ce temps qui leur a été renié, qui leur a été volé. J'ai l'impression que vos deux, pour revenir à la question pure de la temporalité, vos deux textes vont aussi évidemment mettre à jour des temporalités différentes. Dans le cas de ceux qui est nommé restent en vie, les patients ont effectivement une notion de la temporalité qui est déboussolée. Dans le cas de Crâne, il y a toute cette question de la nuit d'avant, qui est une sorte de compte à rebours. Est-ce que vous avez envie de nous parler de ces deux aspects-là de vos livres ? Comment est-ce que la temporalité intervient ? Est-ce qu'on se pense capable de freiner la temporalité quand on sait que la maladie est une urgence contre laquelle on se bat ? Comment est-ce qu'on gère cet aspect-là ? Alors, capable de freiner la temporalité, non, je dirais plutôt que c'est l'expérience elle-même qui bouscule tout, qui fait que, un peu comme si le temps sortait de ses gonds, c'est-à-dire que vous avez un peu l'impression que le reste du monde avance un petit peu sans vous, et que vous êtes, en tout cas dans mon cas, et dans le cas de pas mal de gens que j'ai interrogés, et que vous êtes coincés dans cette expérience, dans ce temps de la maladie qui n'est pas le même, dans un quotidien auquel vous n'avez plus accès, dont vous n'avez plus envie de faire partie, puisque quand même être un aidant et un accompagnant, ça prend beaucoup de temps et c'est pas facile. Donc, moi, je trouve qu'il n'y a aucune victoire sur le temps. De nouveau, c'est la maladie et le corps qui rythment cette chose-là. Alors, évidemment, ce que vous ressentez, c'est une urgence, puisque la mort peut surgir à tout instant, et donc une envie de passer le plus de temps possible avec la personne malade ou la personne souffrante. Et dans le temps de l'écriture qui vient après, je ne pense pas qu'on rattrape ça. Je ne pense pas qu'on rattrape ça. Et le temps qu'il va falloir pour les gens qui ont perdu quelqu'un durant le confinement, c'est pareil. Ces moments retirés, ils ne vont pas être retrouvés. Il va falloir peut-être créer d'autres choses, mais il y a des choses qu'on ne retrouve pas. Je pense que ce que crée le livre, ce n'est pas du temps retrouvé, mais de l'espace, un lieu où être et où réfléchir et peut-être se réapproprier des choses qui sont passées trop vite, qui ont été trop violentes et qu'on n'a pas réussi à vivre dans l'instant.
De votre côté, Patrick, le temps, c'est à la fois cette nuit particulière, cet espace-temps de la dernière nuit avant l'opération, mais aussi une sorte de décompte ou de compte à rebours, mais que vous nous faites vivre de façon longue et ample, parce que le personnage lui-même est confronté à ce que c'est symboliquement ce temps. Est-ce que c'est une scène que vous avez, qui était facile à écrire, de retranscrire sur ce moment-là, qui est tellement particulier? C'était plus facile à écrire qu'à vivre, en tout cas. J'étais déterminé, ce qui est un pur snobisme, une coquetterie, si j'ose dire. Je ne sais pas si le terme de coquetterie va vraiment à mon physique et à mon existence sociale, mais néanmoins, c'est une coquetterie intellectuelle de dire si je crève demain matin, ce qui est possible, je veux absolument passer ma dernière nuit à relire, qui est pour moi le héros fondamental, c'est-à-dire Hamlet. Si on veut lire, je pense, de la philosophie, Hamlet était étudiant de philosophie, dans le texte, c'est dans le texte. Et ce qu'il dit existentiellement est infiniment plus intéressant que Gégé de Nazareth, par exemple, menuisier au chômage, enfin bon, passe à la recherche de son papa, enfin c'est très pénible, franchement, c'est grotesque. Hamlet, c'est autre chose. Je voulais lire Hamlet dans le texte. Ça sert à quoi? Ça sert à rien. Mais pour autant que cette ravissante existence m'ait appris quelque chose, je soupçonne de plus en plus que rien, en quelque sorte, ne sert à rien. Je dis, il faut protéger les enfants, il faut protéger le vivant. Mais à quoi sert mon existence, moi, personnelle? Mystère. Qu'est-ce que je fais là? Mystère. Il y a 10 000 milliards d'étoiles. Qu'est-ce ceci? Mystère. Ça m'a renvoyé à quelque chose qui n'a rien de particulier. C'est simplement l'expérience qui fait que tout d'un coup, l'évidence est là. L'évidence que tout ceci peut s'évanouir en une nanoseconde. On peut mourir n'importe quand, tout le temps. Alors, quand tumeur au cerveau ou pas tumeur au cerveau, on peut se faire écrabouiller par le premier autobus qui passe, ou faire un infarct, ou Dieu sait quoi. Donc tout ça est fragilissime. Mais la normalité vivable, la normalité des gens qui parviennent à s'en tirer plus ou moins jour après jour, nécessite de pouvoir oublier cela. C'est-à-dire, il y a 25 siècles de philosophie nous cassent les pieds en disant « memento mori », souviens-toi que tu vas mourir. Le problème est que souviens-toi que tu vas mourir, si tu t'en souviens constamment, ça va un peu péter l'ambiance. Donc, souviens-toi de mourir, c'est gentil, et après, ça veut dire que les choses sont importantes, ça veut dire, mais après tu passes à autre chose et tu continues la vraie vie. L'idée, c'est de se rapporter de la vraie vie. Si on est comme je suis maintenant, et ça je ne peux pas en sortir, constamment confronté, quand je me réveille le matin, au fait que je sais que je suis mortel, et que je sais que statistiquement, ce n'est pas garanti, et je ne promets rien, mais statistiquement, on voit ce que sera probablement la cause de ma mort. Ça change totalement mon rapport au vivant. C'est comme si je vivais constamment en portant des lunettes légèrement teintées, et que ça change le regard que j'ai sur les autres, sur les choses et sur moi-même. C'est très curieux. Donc mon rapport au temps est tout à fait changé. Je compte le temps en fonction du livre que je suis en train d'écrire. J'ai la liste des livres qui changent, et la liste des livres qui me tiennent particulièrement à cœur, que je réussirai à faire ou non, qui sait. Mais mon problème, c'est de finir celui que je suis en train de faire actuellement et d'essayer de tenir le coup jusque-là. Je ne pense pas au-delà. Je suis incapable maintenant de penser au-delà. Ça brise certainement un lien avec justement une temporalité qui, comme une marée, va plus ou moins de soi. Ça, c'est brisé chez moi. Dans le livre, dans Crâne, vous abordez la question avec la neurochirurgienne qui vous accompagne, qui accompagne dans ce cas-là Alexandre Necht depuis longtemps, la question de ce qu'est la survie acceptable. Vous nous dites que pour vous, c'est la possibilité de parler, de penser, de lire et surtout écrire.
Or, on sait que dans certains cas de patients atteints de glioblastome, cette survie acceptable, elle est très différente, elle est beaucoup plus fragile, elle est beaucoup plus vulnérable. Cette survie acceptable, elle nous pose des questions éthiques, morales. Qu'est-ce qu'aujourd'hui, on pourrait même pousser la question plus loin si on prend l'amplitude de la période dans laquelle on vit, c'est que on en est arrivé aujourd'hui, de la part de certains éditorialistes, à considérer que certaines vies sont sauvables ou non en fonction du bien commun, que dans d'autres cas, il faudrait peut-être accepter de sacrifier certaines vies pour pouvoir sauver l'économie quelque part. Est-ce que toutes ces questions, tous ces points de vue un peu éthiques, questionnants, c'était important tous les deux qu'ils soient abordés d'une façon ou d'une autre dans votre texte? S'il y a un animal à la surface de la planète pour lequel j'ai le plus grand mépris sur 360 degrés, c'est bien Homo sapiens. Je hais cette crapule collective. Je dis bien collective, je ne dis pas tel ou tel individu. Mais l'espèce me semble tarée, monstrueuse et destructrice. Franchement, je préfère mon chien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je comprends, vous dites que j'ai travaillé à l'hôpital, je sais bien que s'il n'y a pas suffisamment de médicaments pour tout le monde, s'il n'y a pas suffisamment de personnel pour intervenir comme il faut, etc., nécessairement des décisions vont se poser. On va soigner d'abord qui? On va aider à respirer qui d'abord s'il n'y a pas de matériel pour tout le monde. Ça, ce sont des choses très graves. Quant à moi, personnellement, j'aime pas les comités, j'aime pas demander la permission, j'ai passé l'âge. Donc, quand on m'a dit de claire tumeur au cerveau, c'est pas bon signe. Mon premier souci a été d'acheter un fusil de chasse que j'ai à côté de mon bureau. Je ne garantis pas que je l'utiliserai un jour. Compter sur, on ne dit pas l'acheter, mais je suis très très prudent comme garçon, très extraordinairement prudent, surtout en ce qui me concerne. Mais néanmoins, j'aime pas demander la permission. Et je pense que face à ce genre de pathologie, quand on en voit l'évolution, et si on veut en lire l'évolution, il suffit de lire le texte de Claire, jusqu'où faut-il aller dans cette affaire? Et à quel moment faut-il prendre la décision de dire « maintenant ça suffit ». Le fait d'avoir travaillé à l'hôpital pendant des années m'a montré, et c'est la première chose que j'ai dit au neurochirurgien que j'ai vu, quand on a découvert cette affaire, j'ai dit « attention, je sais, voilà d'où je viens. Je sais que la médecine peut prolonger la vie bien au-delà de ce qui me semble, ça ne concerne que moi, mais bien au-delà de ce qui me semble à la fois nécessaire et tolérable. » Et je n'irai pas plus loin. J'espère que le moment venu, j'aurai la détermination d'appliquer ce principe. De votre côté, Claire, le livre tout entier, justement, ces passages dans les chambres nous disent ce qu'est la vie quand elle surgit malgré tout, quand elle surgit au-delà justement de cette limite de ce qui est considéré comme vivable par d'autres gens. C'est cette volonté-là que vous aviez en convoquant ces passages, en donnant peut-être toute la poésie ou la drôlerie, ou par moments le côté très touchant qu'ont ces passages, c'est convoquer la vie là où on pensait qu'elle n'était plus tout à fait. Convoquer la vie, je ne sais pas, mais je voulais vraiment essayer de montrer quel était le quotidien de personnes qui se savent condamnées et qui vivent avec, et de façon plurielle, parce que vraiment il y a une diversité de façons de vivre ça, c'est-à-dire Patrick lui dit moi je suis allé acheter une arme, et beaucoup d'autres se disent qu'elles veulent vivre le plus longtemps possible et prolonger, tester des protocoles expérimentaux, pas pour eux parce qu'ils savent que c'est terminé pour eux, mais pour d'autres. Enfin, tout cela vraiment est au cas par cas, et donc le but c'était de donner à voir le maximum de points de vue, donc de la personne qui fait beaucoup de blagues et qui a l'air
de profiter de ces derniers moments de vie à la personne qui n'en peut plus et trouve que c'est très rude, à la personne qui ne se rend parfois pas totalement compte de cette situation, à certaines personnes auxquelles on n'a pas non plus dit qu'ils étaient condamnés, parce que ça arrive. On peut vous dire vous avez une maladie au cerveau, mais si vous ne posez pas de questions, on peut ne pas vous dire le stade, on évite de vous dire les mois de survie. Donc certaines personnes pensent qu'ils vont s'en sortir, ils peuvent s'en sortir, et de fait, il y a aussi des cas avec des survies très longues, donc 15 ans, 20 ans, alors que normalement la majorité pour la statistique pour un glioblastome, c'est 14-15 mois la survie. Mais comme vous savez qu'il y a des cas exceptionnels, pourquoi pas vous? Et donc vous projetez. Et il y a une dernière chose à dire, c'est que pour certains patients, et pour beaucoup, il y a ce moment où votre cerveau ne fonctionne plus de la même manière, et où, en tout cas, c'était le cas, par exemple, moi, pour mon expérience personnelle, le patient, la personne malade, n'est absolument pas en mesure de décider du moment où elle voudrait que ça s'arrête. C'est-à-dire qu'il y a des gens chez qui la maladie part vraiment comme un coup de tonnerre, et qui, au bout d'une semaine, ne savent plus s'orienter dans la rue, ne savent plus composer un numéro de téléphone, ont des conversations qui peuvent être délirantes parce qu'elles sont dans un autre monde et qu'elles voient d'autres choses avec beaucoup d'hallucinations et d'images dans la même pièce qui se superposent. Et donc ces personnes-là ne sont pas en mesure de décider. Et alors à ce moment-là, qui décide ? C'est très compliqué, c'est très difficile, et il faut savoir que quand vous accompagnez quelqu'un, même si vous vous dites, avant de l'avoir vécu, pas d'acharnement thérapeutique, vraiment, il ne faudrait pas qu'il y ait de souffrance, etc. C'est très compliqué dans une maladie très hétérogène, et qui peut varier beaucoup. C'est très compliqué parce que dans une même famille, on n'a pas tous la même perception de ce qui est en train de se passer, et on est quand même dans un moment où on a envie que la personne soit là et qu'elle reste. Donc la seule chose sur laquelle tout le monde est d'accord, c'est essayer d'éviter la souffrance physique, ce qui est en fait assez compliqué pour certains patients qui, à un certain moment, ne peuvent plus parler ou ne peuvent plus vraiment exprimer ce qu'ils ressentent. Donc tout ça est extrêmement singulier. Et c'est vraiment ça que je voulais mettre en avant dans le livre, c'est que tous ces points de vue qu'on est censé avoir sur l'accompagnement, la maladie, le deuil dans la société, tout ça est quand même assez cadré, alors que selon le lien que vous avez avec la personne, selon la maladie de la personne, selon la façon dont elle vit les choses, c'est très complexe. C'est très complexe, et pour ça, dans la vie quotidienne, on a très peu de temps, en fait. Et ça c'est un vrai problème. On sait d'ailleurs que le statut d'accompagnant est très particulier. C'est un statut qui mériterait d'être encore plus fixé juridiquement, d'être possible à plein d'égards. Non, mais complètement. Et alors, il y a une loi qui est passée en France il y a quelques mois, mais alors vous pouvez bénéficier, vous pouvez être salarié, mais pendant une période, je crois que c'est 3 mois. J'ai pas vérifié depuis, mais surtout, en fait, qui y a droit ? Parce que déjà, quand vous demandez des aides, en fait, quelqu'un vient chez vous. Je sais parce que nous, ça nous est arrivé, et d'autres me l'ont raconté, pour établir l'autonomie du patient dans une maladie où vous pouvez avoir un jour où vous avez l'air totalement normal, alors que le lendemain, vous ne savez plus où est la cuisine. Donc la personne vient, elle reste 1 heure et elle coche que la personne est en autonomie totale. Là où les médecins ont tous dit qu'elle ne l'était pas et qu'elle avait besoin d'aide, résultat, vous n'avez aucune aide, et donc à vous de vous débrouiller. Et vous débrouiller avec une activité salariée, bien évidemment, une adaptation qui est très nouvelle, parce que vous devez aussi vous adapter au nouveau fonctionnement du cerveau du malade qui est là. Donc, cette loi, pardon, mais pour l'instant, elle n'a pas aidé grand monde.
On le voit, ce sont des périodes d'énorme fragilité, très fluctuantes. Or, dans certains cas, on convoque très souvent, en tout cas, le registre du combat contre la maladie, de quelque chose de peut-être d'une rhétorique qui est de l'ordre du guerrier. Je pense que c'est quelque chose que vous interrogez aussi, Patrick. Est-ce que vous avez envie de nous parler de ce que ça mobilise finalement? Pourquoi est-ce qu'on dit d'un patient qu'il est combatif? Et on sait que par ailleurs... Oui, tout à fait. Avant d'aborder ce sujet, juste un point, mais il faut que les gens qui nous écoutent s'en rendent compte. Claire parle de glioblastome oui. dans le cas de sa maman, qui est la chose la plus dangereuse, la plus toxique et la plus rapide qu'on peut avoir dans ce genre de situation. Mais il y a gliome et gliome. Moi, pour l'instant, et depuis 15 ans, j'ai un gliome dit de bas grade qui fait sa petite muscu et vit sa vie et va pas de rester de bas grade, ça c'est sûr. Mais c'est pas la même chose qu'un glioblastome. Glioblastome, c'est extrêmement rapide, c'est une catastrophe quasi immédiate, presque du jour au lendemain, et donc on est confronté, le temps de métabolisation de tout cela est tout à fait compressé, et c'est encore plus traumatique et catastrophique, bien entendu. Donc ça, je tenais à le dire parce que voilà, que les gens qui nous écoutent voient qu'on parle de choses de cousines, mais tout de même légèrement différentes. Quant au courage, c'est une bonne question. J'en parle dans Crâne, dans Socrate dans la nuit aussi. Le premier médecin que j'ai vu m'ont dit, écoutez, c'est très grave, c'est très mal parti, il comptait 1 an et demi, il mettait de l'ordre dans vos affaires. Bien. Voilà, qui gâche tout à fait l'ambiance de la journée. Et je me suis dit, de Claire, mon fils, souviens-toi de Clint Eastwood, ton héros, c'est le moment d'être un homme, un vrai. Même chose pour l'opération, etc. Macho man. Tout ça est un fantasme. Je n'ai jamais trouvé le courage. Je me suis dit, on va enfin savoir, mon petit bonhomme, ce que tu vaux, si tu vaux quelque chose, ce qui n'est pas démontré. Et en fait, je dois dire qu'au travers du vécu, la question du courage, c'est presque une mauvaise blague qui se pose sans fin, c'est-à-dire qu'on dit bonjour docteur, merci docteur, bonjour madame, merci madame. On est là fondamentalement pour fermer sa grande gueule. Être poli, bien élevé, faire ce qu'on vous dit, vous tendez le bras pour qu'on prenne du sang, ça ne marche pas, vous tendez l'autre bras, clouche, etc. C'est vrai, d'une part, c'est vraiment pas le moment de faire l'andouille, ça c'est évident, mais aussi, je n'ai jamais trouvé ce courage qui m'a toujours échappé. Ça m'est toujours apparu comme une espèce de fantasme. Alors, je n'ai pas fait de sentimentalité particulière dans ces trucs, mais si ça m'aidait, je pourrais pleurer comme une madeleine ou totalement hystérisée, pourquoi pas. Mais ça sert à rien. Donc, tic, 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 je n'ai pas le temps. Mais ça ne va pas au-delà. Donc, si on dit de Clercq dans cette affaire, etc., quand même, opérer du cerveau, ça dure à peu près 2 heures, 3 quarts. Cerveau ouvert, enfin, bonjour madame, on n'a plus de chapeau. Il faut se contrôler, il faut répondre aux questions. Qu'est-ce qu'il en est du courage là-dedans? Réponse, je ne sais pas. Ce que je savais, c'est que ce n'était pas le moment de faire le con. Ça, c'est sûr. Parce que le risque était immédiat et c'était plus qu'une tarte à la crème. Donc, on répond très précisément aux questions, on se concentre, point. Courage, c'est pas. Oui, on est dans une expérience vitale. Donc le courage, qu'est-ce que ça veut dire en fait? Vous faites juste ce qu'il faut pour que les choses avancent. C'est un passage qui est dans mon livre aussi où je dis les autres vous disent que vous avez du courage quand vous traversez cette expérience, mais vous ne savez pas ce que c'est. Et non, vous ne savez pas ce que c'est. Vous ne faites qu'essayer de réagir au mieux selon ce que vous êtes à une situation. Et surtout, cette idée de courage, ça voudrait dire que certains en ont et d'autres pas. Et ça peut être très culpabilisant pour des gens qui, par exemple, n'arrivent pas à aller voir quelqu'un qui est malade à l'hôpital tous les jours, pour quelqu'un qui n'a pas envie de mener son traitement jusqu'au bout parce que pour lui, c'est trop difficile. Et donc, ça voudrait dire que certains se comportent mieux. Et alors, moi, je ne suis pas du tout d'accord avec cette façon
voir les choses. Non, de toute façon, là c'est le psychanalyste qui parle. De toute façon, on ne choisit pas son caractère. Le caractère de l'homme est son destin. Ça, c'est pas Freud qui l'a dit, c'est Héraclite. C'est-à-dire que ça ne date pas de mardi dernier. Le caractère de l'homme est son destin. On ne choisit pas son caractère. Et quand on est dans ce genre de situation, c'est vraiment l'ensemble de la personnalité qui est mobilisé. C'est les relations avec les autres, les relations avec les proches, etc. Mais il n'y a pas véritablement de choix. Je pense qu'il y a un choix, j'imagine, je ne suis pas certain, j'imagine qu'il y a un choix qui se pose lorsqu'on est dans des choses au long cours, telles que moi, où je peux encore bénéficier d'une rationalité minimale. C'est-à-dire que là, il y a un moment, si on prend la décision, oui ou non, quelle qu'elle soit, mais si on la prend à temps, c'est-à-dire quand on est encore pleinement conscient, on peut décider ou non que ça suffit comme ça, ou d'aller plus loin, ou de ne pas aller plus loin. Et encore, pour autant que ce soit une vraie décision, parce qu'on là, on tombe dans une autre problématique philosophique profonde, c'est la question de la liberté. Non pas de la liberté politique, mais de la liberté psychique, la liberté d'action. Suis-je libre ou est-ce que je ne fais qu'obéir avec divers petits blabla justificatifs à ma pulsion profonde? J'ai de sérieux doutes sur la question. Je n'ai pas choisi d'être écrivain. Je ne suis pas certain ce que ça veut dire qu'être écrivain, mais en tout cas, je n'ai pas choisi de vouloir écrire des livres, disons ça comme ça. Ça s'est imposé à moi. C'était pas ça ou plombier zingueur. Voilà. Et donc, je n'ai pas choisi non plus de réagir comme je l'ai fait ou d'écrire Crâne comme je l'ai écrit parce que j'avais le sentiment que je devais l'écrire si je voulais passer à autre chose. C'est pas un choix, c'est une obligation. Cette rhétorique combative, héroïque, etc., c'est aussi celle qui a été plaquée pendant toute une partie de la pandémie sur les soignants, qu'on a jugé héroïques pour ne pas s'interroger sur les structures qu'il faudrait mettre en place, sur les choses à améliorer, sur les budgets à agrément, qu'on devrait fournir aux hôpitaux pour être mieux en mesure de face à la crise. Je pense que vous le dites aussi dans le train de crise, Claire, vous dites qui prendra soin des soignants, quelque part. Oui, ça c'est quand même très caractéristique, c'est-à-dire que les aidants ont besoin d'aide et les soignants ont aussi besoin d'aide et que les gens se posent la question, qu'est-ce qui est fait pour eux? Parce que alors, on en parle, quand vous accompagnez quelqu'un, vous les croisez, vous parlez avec eux, donc vous souciez d'eux. Donc vous savez depuis des années quelle est leur situation qui est insupportable, qui est improbable. Et souvent, c'est quand même eux qui sont là dans les pires moments. Et alors là, tous les morts qu'il y a eu, et donc toutes ces morts solitaires, puisque les familles n'avaient pas le droit d'être présentes, c'est eux en plus qui ont eu affaire. Ça, et ceux qui ont dû faire le choix de sauver certaines personnes parce qu'ils ne pouvaient pas sauver tout le monde. Bon, alors, c'est pas juste les soignants, il y a des personnes singulières derrière ces gens-là. Et donc, comment vont-ils sortir de ça et oui, qui va prendre soin d'eux et s'intéresser à eux? Et je veux dire, en dehors de psychologues, psychiatres qui se mettent déjà à leur disposition, en dehors des associations qui s'intéressent à eux, je veux dire, en dehors des gens qui s'intéressent déjà à eux de façon individuelle. Et donc, il a fallu qu'il arrive ça pour qu'on ait un gouvernement qui dise « Ah oui, alors peut-être, on s'est trompé, etc. » Enfin, c'est scandaleux. C'est scandaleux, c'est honteux. Et il faudra vraiment surveiller la suite. Et surtout, quand les soignants seront de nouveau dans la rue, il faut y aller aussi. Parce que ça ne suffit pas d'applaudir à 20h à la fenêtre. C'est-à-dire qu'il faut continuer. On ne peut pas être solidaire à un seul moment dans le temps. C'est ça la véritable interrogation. Et la véritable interrogation, c'est qu'est-ce qui va être vraiment mis en place pour eux dans leur quotidien. Je ne suis pas tout à fait persuadée qu'il y ait un monde d'après qui soit meilleur et très différent que le monde d'avant dans les faits. Je ne parle pas des annonces, je parle des faits. Ça c'est quelque chose qui m'interroge beaucoup. Ce matin même, Maggie Debloc, femme politique belge, suggérait
qu'on pourrait donner aux gens non employés ou qui ont perdu leur emploi suite à la crise des formations accélérées pour devenir infirmiers, pour devenir à leur tour soigneurs. Est-ce qu'on n'est pas dans un serpent qui se mord la queue dans ce cas-là? On en vient à trouver des solutions qui sont presque mathématiques, avec un raisonnement logique parfois un peu, voire fort biaisé. Voilà, ça pose toutes sortes de questions de ce point de vue-là. Je ne sais pas ce qu'en pense Patrick. Une chose qui me vient en vous écoutant toutes les deux, il y a un malentendu éventuel que je veux absolument éviter. Si je parlais de l'absence de courage ou de l'inadéquation du concept du courage en ce qui me concerne et dans mon propre vécu cette affaire, je ne voulais absolument pas parler de celui des soignants. Il faut avoir énormément de courage physique et psychique pour être soignant dans ces situations de crise, pour être soignant en général d'ailleurs, mais dans les situations de crise. Moi, je connais mes limites, j'ai travaillé presque 20 ans à l'hôpital, je n'ai jamais mis un orteil en pédiatrie. Voilà. Je ne fais pas la pédiatrie, pas parce que j'aime les enfants, justement parce que les enfants malades, ça me rend dingue. Donc je ne peux pas. Voilà. Je n'ai pas ce genre de courage. Là, c'est à causer. Les gens qui y vont tous les jours, médecins, soignants, et pas seulement les soignants, les gens qui nettoient l'hôpital, c'est technique, hein, nettoyer un hôpital, c'est pas rien. Claire en parle, dans tout ça, on se met en danger véritablement. Tous ces gens sont en fait méprisés. Je dirais même tout l'ensemble du personnel hospitalier est largement méprisé. Tout le monde est sous-payé. Le traitement, alors évidemment, plus on descend dans la hiérarchie, plus les choses sont scandaleuses. Mais même sans descendre dans la hiérarchie, même les médecins sont extrêmement payés. N'importe quel médecin, la question se pose à n'importe quel médecin vraiment compétent et très bien formé de savoir s'il ne va pas dans le privé, parce qu'il va multiplier son salaire. Donc tout ça est épouvantable. Je ne parle pas des infirmiers, des infirmières, mais j'ai donné cours aux écoles d'infirmières. Former un infirmier, c'est 3 ans. C'est pas rien. C'est des vrais cours. C'est pas des choses qu'on peut faire en rassemblant des gens qui n'ont pas d'autre formation, qui sont chômeurs, etc. Et puis, il ne s'agit pas seulement de la formation, il s'agit aussi de la motivation. Est-ce qu'on a envie d'être... C'est le corps humain, c'est un peu plus compliqué que le centerfold de Playboy qui a illuminé mon adolescence. Hein. C'est assez rapidement technique, quand même, pour ne pas dire dégueulasse. Ça veut dire quoi de toucher? Ça veut dire quoi, pas de toucher des gens qu'on aime, mais de toucher les corps, de toucher la crasse, de faire avec l'odeur, de faire avec les parasites, etc., etc., etc. Tout cela, alors on a une présentation dans la télévision, il y a je ne regarde jamais la télévision, mais je sais qu'il y a des séries comme ça où tout le monde est héroïque, les internes, tout le monde est héroïque, c'est merveilleux. Mais traiter un malade qui ne peut plus bouger, mais c'est comme traiter un bébé. Vous traitez un bébé de 90 kilos. Voilà. Et les bébés, ça urine, ça vomit, voilà, on connaît, hein, c'est le corps humain. Alors le corps humain, c'est une catastrophe en marche quand on le voit de près. On est très très loin de défiler de mode. Ce sont des métiers extrêmement durs. J'ai animé pendant des années des groupes de parole avec des infirmiers, des soignants, des internes aussi. C'est terrible. C'est terrible quand on voit, quand vous avez quelqu'un qui meurt littéralement dans vos bras. Surtout les enfants. Il y a un passage dans Crâne où je raconte cela. J'entends hurler un enfant. Hurler, véritablement. Et puis tout d'un coup, ça s'arrête. Paf!
comme une porte qui se ferme. Et il est mort. Et alors, c'est la mère qui commence à hurler. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait quand on est infirmière, là, à côté? Ce sont des choses épouvantables. Épouvantables. Leur quotidien est épouvantable. Et les soignants sont méprisés parce que c'est le refoulement général. On ne veut pas voir l'hôpital. On ne veut pas voir. Et on ne veut pas voir les cadavres. Les cadavres disparaissent. Il faut aller après les chercher à l'hôpital dans un trou au fond. Enfin, hop, allez. La mort disparaît. Mais la mort, effectivement, c'est le quotidien total. Vous le disiez tout à l'heure, Claire, voilà, on prend les statistiques, l'Organisation mondiale de la santé, taux de mortalité 100%. Paf, quoi qu'il arrive. Comme ceci ou comme ça, mais 100%. Mais on fait comme si la mort n'existait pas, comme si il ne fallait pas laver les cadavres. Allez, on traite les soignants, je pense, plus on descend dans la hiérarchie, plus ça devient proprement crapuleux, avec un mépris épouvantable et qui n'est absolument pas remédié par le fait qu'on se mette sur son balcon à 8 heures du soir pour applaudir. C'est bien gentil, mais et alors? On le voit, on est relativement démunis face à ces situations de vie, de mort et de maladie. Toutefois, tous les deux, vous avez choisi la littérature pour rendre compte de ça. Et peut-être que ma question finale à vous deux, ce serait, est-ce que, à vos yeux, la littérature est réparatrice, c'est un remède à la mélancolie, ou est-ce qu'au contraire, elle doit plonger dans la plaie, plonger le fer dans la plaie, et, avec ce que ça comporte de dénonciation, y compris d'une certaine vacuité humaine, comme nous en a parlé Patrick tout à l'heure. Et est-ce qu'on doit d'ailleurs trancher entre ces deux positions, puisque je vous doute bien qu'on est au deux côtés du spectre et que vous vous situez probablement avec beaucoup plus de nuances chacun, mais voilà. J'allais dire un peu les deux. Non, d'abord, je suis pas du tout dans cette optique d'une littérature, enfin, de l'écriture cathartique. Enfin, moi, je pense qu'un bon psychiatre, un bon traitement antidépresseur peut bien mieux faire le travail dans l'expérience intime, et que l'écriture, en tout cas en ce qui me concerne, vient après, et plus dans une envie de compréhension des choses et de peut-être pour apprivoiser aussi les choses par le langage, et donc ça devient toute une expérience collective. La lecture peut apporter beaucoup à plein de moments, donc je suis d'accord avec ça. Je suis d'accord aussi avec le fait que l'écriture permet de pas reprendre un pouvoir, mais peut-être trouver une place dans une situation en ouvrant tout un tas de possibilités et de points de vue. Le fait d'écrire et donc de penser les choses plus largement permet de comprendre les choses différemment, et donc d'avancer et d'apprivoiser ça, et aussi d'essayer de fixer une mémoire, de fixer un événement. Je ne sais pas, pour ce livre, moi j'avais l'impression d'écrire à la fois donc sur cette ambivalence de la vie et la mort, c'est-à-dire d'écrire contre la mort mais avec la mort. Et donc oui, il faut aller au plus profond et gratter la plaie, c'est-à-dire qu'il fallait essayer de l'envisager de toutes les manières, que ce soit difficile ou non, dans toutes les situations. Et donc l'écriture peut être assez douloureuse par moments, en tout cas dans ce livre-là. Je veux dire, j'ai interrogé des gens qui sont morts depuis, donc pendant que je l'écrivais. Donc tout ça, c'est aussi des choses humaines qui sont pas forcément faciles à vivre, mais il faut y aller si on veut essayer d'épuiser son sujet, surtout si le but c'est quand même un peu d'essayer d'épuiser la mort, même si on sait très bien qu'on ne le fera que dans l'espace de ce livre-là, puisque dans le quotidien, c'est impossible. Et de votre côté, Patrick, est-ce que vous croyez à la littérature réparatrice, ou en tout cas qui apaiserait un peu
Ou est-ce qu'au contraire, elle doit plutôt prendre la forme d'une arme, d'une dénonciation, d'un pamphlet, quelque chose qui va contre? Alors, je crois que l'écriture n'est pas psychothérapie. Je crois que l'analyse, le suivi psychiatrique si besoin est, j'ai fait 6 ans d'analyse, d'après certains de mes proches, ça aurait pu être plus long. Mais bon. Mais ça n'a rien à voir avec l'écriture. L'écriture, c'est autre chose. C'est quand même un objet qu'il faut penser. Ou sinon, on est en association libre, mais c'est autre chose, ça se construit. Et pour ça, il faut une certaine distanciation, justement. C'est pour ça aussi que j'écris lentement et que, par exemple, Crâne, j'ai mis à peu près 3 ans pour l'écrire parce que c'était trop près. Il fallait que je le métabolise, c'est-à-dire que je m'en distancie. Quant à savoir pourquoi écrire, je ne sais pas. Pourquoi j'écris moi, parce que c'est une nécessité psychique interne. Et là, je suis d'une radicalité, pour ne pas dire une brutalité profonde, c'est-à-dire que je suis le dictateur de mon monde. Je n'écris pour personne, pour me plaire à personne, pour ne séduire personne, mis à part moi-même. J'écris exactement ce que je veux, comme je veux. L'éditeur le prendra, ne le prendra pas, je changerai d'éditeur, voilà. Mais c'est zéro compromis à la syllabe près. Je n'écris que, pour moi, en fonction de ce que je veux, moi. C'est méthodologique. Je sais bien qu'il y a des lecteurs, peut-être, à l'extérieur, que je ne connais pas. Mais qu'ils apprécient ce que j'écris, que certains apprécient ce que j'écris, c'est très bien, mais c'est ce qu'on appelait dans mon ancien métier un bénéfice secondaire. C'est-à-dire que le bénéfice primaire, c'est de réussir ce texte en fonction de ce que je pense moi. Ensuite, il vit sa vie et moi j'écris un autre texte, je passe à un autre. Je n'écris pas en fonction d'un quelconque projet réparateur ou optimiste ou militant. D'abord, s'il y a quelque chose que j'ignore totalement, peut-être encore plus que le courage, c'est l'optimisme, qui me semble, alors là, carrément un joyeux délire. Optimiste, pourquoi? Comment? Donc, je ne crois en rien. Rien, nada. Mis à part l'esthétique et la philosophie. Et je pense peut-être qu'à terme, l'esthétique et la métaphysique, c'est au fond la même chose, si c'est réussi. Donc, c'est ce que je poursuis. C'est ce que je poursuis dans ces expériences qui sont tous mes livres sont des expériences limites. Que ce soit Crâne, que ce soit les naufragés avec les SDF, que ce soit Socrate dans la nuit, que ce soit mon dernier, New York Vertigo, celui que je suis en train d'écrire maintenant. Celui que je suis en train d'écrire maintenant, c'est les expériences je suis sniper diplômé de l'école d'État d'Arizona. Je suis allé parce que je parlais anglais. Si je parlais pas anglais, j'aurais pas pu aller. Pourquoi je fais ça? Parce que c'est intéressant. Ça m'intéresse moi. C'est une autre manière de faire exactement ce dont on vient de parler, c'est-à-dire d'écrire une des frontières de l'humain. Alors là, on n'est pas dans un hôpital, il n'y a pas de médecin, il y a des types très nerveux avec des vrais fusils qui tirent très loin et qui rêvent au fond d'assassinat, sont des écoles d'assassinat. Que ce soit ça ou autre chose, peu importe. Mais ceci pour répondre à votre interrogation, qui veut dire que ce qui m'intéresse, c'est de décrire, de vivre et de décrire des expériences libres. Au fond, mon projet, mon souci, c'est l'anthropologie philosophique. C'est de dire, Homo sapiens, cette vieille crapule, je vais le poursuivre jusqu'au fond de son terrier.
pour, avec une joie perverse d'ailleurs, démontrer sa monstruosité. Encore une fois, collectivement, je préfère mon chien. Vous nous parlez des bénéfices secondaires. Je pense que vos deux textes étaient effectivement pensés avec la première petite graine de l'intime pour devenir des chambres d'écho, pour devenir un plan plus large. Aujourd'hui, on peut dire qu'il y a des prolongations de vos deux textes. Dans le cas de Claire Percac, il y a eu des lectures de ce qui est nommé Reste en vie, en compagnie d'Héloïse Esquier, à la Maison de la Poésie, entre autres. Il reste des extraits en ligne pour ceux qui voudraient se rendre compte à quoi ça ressemblerait. Et puis on espère peut-être que ça pourra un jour être remonté tel quel. Dans le cas de Patrick, vos textes ont souvent été mis en scène au théâtre, notamment par la compagnie De Facto, comme c'était le cas, je pense, pour Crâne, avec Antoine Lobin et Thomas Depreyck. Et a priori, ce sera aussi le cas prochainement pour Les Naufragés, si en tout cas la scène, enfin, l'état de la scène et la scène culturelle le permet. Est-ce que c'est important à un moment donné de donner une autre vie à un projet, et on terminera peut-être réellement là-dessus, donner une seconde vie à un projet qui vous a été aussi essentiel? Alors, moi, je ne vois pas ça comme une seconde vie. Les lectures, c'est plutôt comme un... C'est-à-dire que quand vous écrivez le livre, vous ne savez pas du tout comment les autres vont le percevoir. S'ils vont l'aimer, si... il y a pas mal de gens qui m'écrivent en me disant « Merci, vous avez mis des mots sur une expérience que j'ai vécue et que je taisais depuis 20 ans, etc. » Ça, c'est l'inconnu, vous ne savez pas du tout. Mais une fois que le livre est sorti, c'est pas comme une seconde vie, mais c'est son prolongement, mais dans l'espace public, et donc oui, avec des façons de le faire vivre autrement que seul sur une table dans une librairie, avec une discussion, avec une lecture, et donc une confrontation et une sociabilisation autour de ça, et puisqu'on essaie quand même d'écrire sur, donc, comme disait Patrick, la frontière de l'humain, sur l'humanité, et donc c'est un peu le moment où cet échange avec les autres est possible une fois que le livre est sorti. Et donc moi je trouve ça primordial à la sortie d'un livre, toutes ces rencontres, toutes ces discussions qui peuvent aussi questionner de futurs projets, ou questionner le projet tel qu'il est en librairie. J'ai pas tellement une impression de seconde vie qui serait très nouvelle et différente. J'ai l'impression que ça fait partie de la chose elle-même. Ça fait partie du même corps, quelque part. C'est ça, exactement. Dans votre cas, Patrick, confier ça à quelqu'un d'autre, confier la mise en scène à des gens, même si c'est des gens, on le rappelle, avec qui vous avez collaboré à plusieurs reprises, qu'est-ce que ça provoque chez vous, qui vous disiez jusque-là n'écrire que pour vous-même? Là, justement, vous avez... Alors ça, c'est effectivement, c'est une autre, mais je dirais que ça, j'en suis très content, je les vois, je les connais, etc. Mais je n'y participe pas. C'est-à-dire, c'est comme avoir des enfants. On est toujours dans les parents des fantasmes que le petit va ressembler à son papa. Mon œil, le petit va ressembler au petit. Il vit sa vie. Voilà. Et un livre, ça vit sa vie. Et donc c'est tout à fait intéressant de dire tiens, bizarre, alors je peux être Alex. J'ai eu plusieurs trucs au théâtre, je suis plus ou moins enthousiaste de l'une ou l'autre interprétation par plusieurs compagnies différentes, mais c'est toujours intéressant de voir ce qui se passe, mais en même temps je m'en méfie parce que je sais très bien qu'un livre ne garantit pas. Et là, je vis dans un vertige permanent. C'est pas parce que j'ai écrit tel livre, on en pense ce qu'on en veut, même si on en pense le mieux possible, et qu'il a un relatif succès, le succès commercial, c'est encore une autre affaire, qui ne veut rien dire en soi d'ailleurs. Mais ça ne garantit rien pour le prochain. Là, je me retrouve comme une andouille
devant mon ordinateur et en disant « Qu'est-ce que tu vas encore essayer de faire, pauvre type ?» Et ça ne va jamais comme on veut, enfin, c'est évident, c'est chaque fois à côté. Alors on dit « Bordel de merde, c'est pas possible, je n'ai rien appris. » Effectivement, je n'ai rien appris. C'est chaque fois le même truc, c'est chaque fois la même catastrophe. La seule chose que j'ai appris, c'est que c'est la même catastrophe. Ça ne va pas comme je veux. Donc ça prend plus de temps, donc etc., etc. Puis alors je commence à rêver du prochain, parce que celui-là, franchement, j'en ai jusque-là. Donc, c'est après. Donc, fantasme en fantasme, on ne sait pas très bien. Moi, je ne sais pas. Si on me dit de Clerc que vous êtes écrivain, je dirais. En tout cas, je suis le type qui a écrit le bouquin, celui d'avant. Mais après, je ne sais pas. J'avais terminé juste par association. J'ai vu à peu près 2 ans après que pas Crâne, mais Socrate dans la nuit était sorti, où je parle du début de la tout. C'était dans une librairie et une jeune femme de 35 ans me demande si je suis de Clerc, oui, malheureusement. Et elle me dit, je voulais vous remercier parce que mon père est mort de tumeur au cerveau et les derniers mois de sa vie, il ne pouvait plus parler. Et j'ai lu Socrate dans la nuit, où j'explique donc les tumeurs, etc. Et à travers ce livre, c'est à lui que je parlais et c'est lui qui répond. Donc, merci madame, et essaye de ne pas faire. Mais ça, je pense que c'est le mieux qu'on puisse avoir avec ce genre de choses. C'est-à-dire, oui, on a touché quelque chose, mais qui est totalement imprévisible. Voilà. Et puis, le piège, c'est de s'imaginer à ce moment-là que, on va dire, bon, mais comment est-ce que je peux refaire le même coup? Parce que les écrivains, et ce terme encore une fois me fait rigoler, tombent dans ce travers. Ma femme, rien que pour m'énerver, m'a montré récemment une interview je pense que c'était, sinon Marc Lévy, si ce n'est toi, c'est dans ton frère, comme disait l'autre, dans l'Express, qui expliquait qu'il donnait son truc internet, mais surtout que les lecteurs, c'est-à-dire les lectrices dans son cas, me disent ce qu'ils ou elles veulent lire. Je m'en fous, moi, de ce que le lecteur ou l'électrice veut lire. C'est pas mon problème. Mon problème, c'est qu'est-ce que moi, en tant que moi, je veux écrire. Ou sinon, je peux aussi bien ouvrir une pizzeria. Et au moins, ça servira à quelque chose. Il me reste peut-être à vous souhaiter alors à tous les deux à vous dépatouiller comme vous le souhaitez avec les prochains textes en cours et peut-être d'avoir des moments de grâce avec des lecteurs qui ne sont pas nécessaires mais qui font malgré tout toujours plaisir. Ils sont très importants, oui. Voilà. Merci à vous deux infiniment pour cette Merci à vous. Merci à vous. Et bonne continuation. Merci. Au revoir.